on peut avancer maintenant avec l'imagination. Souvenez-vous de ce que nous avons vu sur le chapitre de la perception. Vous regardez quelqu'un, il est présent au moment où vous le regardez. Nous parlons de la perception. Mais on vous voit là pendant que les autres sont en train d'étudier, vous en classe, vous êtes là en train de sourire. Et un ami proche vous dit, hé, c'est quoi? Il dit, je suis en train de voir dans ma tête ma fiancée. Ah bon? Tu es en train de voir dans ta tête ta fiancée. Quelle est la faculté qui permet à ce monsieur, à ce garçon, de voir dans sa tête quelque chose qui n'est pas là? C'est l'imagination. Grâce à la mémoire, on avait l'image. Et voilà, on se reproduit l'image, on se passe l'image. C'est l'imagination pendant qu'on se passe l'image. Il y a aussi des situations où tu regardes comment une personne a agi, tu te dis, celui-ci, vous allez voir dans autant d'années ce qu'il va devenir. Je dis, je suis en train de te voir toi là, dans ton couple avec ta femme. Ça va chauffer. Je te vois, je te vois. Mais il n'a encore que 16 ans, il n'est pas marié. Mais toi, tu le vois déjà. Ça veut dire que tu l'imagines. C'est ça, l'imagination. L'imagination, c'est voir un objet, une personne en son absence. Vous le reproduisez. C'est l'imagination. Vous n'avez jamais été à Libreville. Un jour, vous vous retrouvez à Libreville. Et quand vous regardez le panorama, vous vous dites, c'est exactement comme ça que je m'étais représenté Libreville. Donc, vous vous étiez représenté Libreville en l'absence sans être à Libreville. Et là, vous confrontez maintenant Libreville, objet de votre perception, et Libreville, objet de votre imagination. Soit vous êtes content, vous dites c'est comme ça que je me l'imaginais, soit vous êtes déçu, vous dites oh, je ne pensais pas que ça serait comme ça. Donc cette faculté qui nous permet de voir l'objet alors que l'objet n'est pas là, eh bien c'est l'imagination. L'imagination est le pouvoir que nous avons de faire revivre nos sensations et nos perceptions antérieure sous forme d'image. L'imagination, c'est la faculté que nous avons de faire revivre nos sensations et nos perceptions sous forme d'image. C'est aussi la capacité que nous avons de combiner ces images antérieures, de les transformer pour en faire de nouvelles. Nous avons deux sortes d'imagination. Ce qu'on appelle l'imagination reproductrice et ce qu'on appelle l'imagination créatrice. L'imagination reproductrice, eh bien, je me représente en l'absence de l'objet un objet que j'ai déjà vu. Ça, c'est l'imagination reproductrice. L'imagination créatrice, c'est lorsque partant d'un objet que j'ai déjà vu, eh bien, je me construis moi-même une autre image. Je crée une autre image. Ça s'appelle l'imagination créatrice. On fait quand même la remarque que même si on dit que l'imagination créatrice crée, mais elle ne crée pas de rien. Elle part quand même de quelque chose. Donc, elle emprunte quand même à l'imagination reproductrice. Quels sont les caractères d'image? Comment se caractérise une image? L'image est concrète. Elle se rapporte à un objet donné. L'image existe en l'absence de l'objet. L'image est moins intense, moins vive, moins nette que l'objet lui-même. L'image est subjective. L'image dépend de la qualité de nos perceptions. Quand on dit image, souvent nous pensons à ce que nous avons vu. Mais attendez, on peut aussi avoir l'image auditive aussi. Même les autres sens peuvent donner aussi des images. Je peux vous dire par exemple, imaginez qu'on vous a arrêté, on vous a mis dans un cachot dans le sous-sol
il fait froid, oui, il sent mauvais, oui. Tu peux sentir comme si ton corps avait la chair de... Donc même votre peau peut aussi donner lieu à des images. Mais les sens qui donnent le plus souvent des images, c'est les sens visuels et les sens auditifs. Mais les autres sens peuvent aussi donner lieu à des images. Si on vous dit, bah, imaginez par exemple, on vous met quelque chose de pourri dans la bouche, et vous pouvez, arrête de dire ça, vous pouvez avoir envie de vomir, mais vous voulez vomir quoi, on vous a rien mis, mais on vous dit seulement, on vous met quelque chose de pourri dans la bouche. Alors là, vous voyez, il y a moyen de faire des images même avec les goûts. Tous les sens peuvent donner lieu à des images. Alors, dans la vie de l'homme, quel est le rôle de l'imagination? Dans notre vie intellectuelle, dans notre vie sociale, dans notre vie artistique et littéraire, dans les sciences en général, l'imagination a une importance capitale. Les gens qui inventent, je commence par intellectuel, c'est facile, les gens qui inventent, ils imaginent quelque chose, ils se font une hypothèse, ils imaginent, et ils commencent à vérifier, ils essayent, ils trouvent. Ouais, c'est grâce à l'imagination. L'imagination nous permet de concevoir des hypothèses, d'imaginer, de voir à l'avance des choses et faire un effort pour y arriver. Donc dans le domaine intellectuel, c'est extraordinaire. Dans le domaine artistique, vous êtes un écrivain, ok, vous prenez un stylo, et un événement est arrivé. Mais vous saisissez ça et vous en sortez une brique de 1000 pages. Vous vous reconnaissez, ici j'ai exagéré, ici j'ai ajouté, ici j'ai changé, etc. Donc dans la vie artistique littéraire, l'imagination a une importance capitale. L'imagination a une influence sur notre état de santé. Dans nos pays d'Afrique, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un meurt, nous avons souvent tendance à chercher un sorcier. Allez demander à quelqu'un, mais pourquoi tu accuses celui-là? Oh, mais t'as vu comment il m'a regardé? Ah bon? Donc rien que le regard, lui, il a imaginé que ce regard, c'est comme un coup de... C'est comme une flèche, quoi. Et alors il commence à dépérir lui-même. Il s'est fait des idées. N'oubliez pas, nous avons parlé de la relation entre le corps et l'esprit. Donc même si c'est une image qui vient de la tête, si vous l'amplifiez, vous brodez autour, eh bien, vous pouvez nuire à votre santé vous-même. Hein. Donc, dans l'organisme, l'imagination a une grande influence sur notre santé. Dans la vie sociale, l'imagination peut faciliter ou empoisonner notre vie sociale. Imaginez que vous avez une imagination débordante, là, vous êtes avec des gens, mais vous vous imaginez que quelqu'un, vous avez dit bonjour à quelqu'un, il n'a pas entendu, et vous voyez son silence, là, vous commencez à broder autour, pourquoi il ne m'a pas répondu, qu'est-ce que je lui ai fait, et vous êtes parti à vous imaginer des choses, etc. Vous vous empoisonnez vous-même la vie. Mais elle peut aussi faciliter lorsque vous imaginez des choses de manière positive, vous entrez en bonne relation avec les gens. Donc, l'imagination peut aider. L'imagination peut nous aider si elle nous montre des qualités chez des gens. Et elle peut nous nuire si on ne voit que les défauts des gens. Ça, c'est dans la vie sociale. Et dans la vie intellectuelle, lorsque l'imagination est bien équilibrée, elle montre les choses telles qu'elles sont dans la réalité et elle dirige notre énergie en conséquence. Lorsque l'imagination est mal équilibrée, elle nous présente des choses sous un faux jour. À ce moment-là, nous devenons trop pessimistes au lieu d'être optimistes. Commençons par le rêve. Le rêve, c'est notre imagination qui travaille. Il y en a qui peuvent rêver debout. Il y en a qui rêvent même endormis. Sans être pathologique, le rêve peut quand même prendre des allures qui méritent d'être questionnées. Vous avez des gens, par exemple, ils rêvent, en même temps, il vit son rêve. Quelqu'un qui rêve et qui vit son rêve, on va l'appeler un somnambule, somnambulisme. Vous avez aussi des rêves qui peuvent être des rêves cohérents, où il n'y a rien qui déborde, c'est un rêve cohérent, qu'on peut même appeler un songe, et dans lequel certaines personnes peuvent même voir quelque chose qui va arriver. On appelle ces rêves-là des rêves prémonitoires. Vous avez des rêves qui sont des cauchemars, où tu vis des choses qui ne sont pas bien, tu souffres la nuit pendant que tu dors. Ça peut être aussi symptomatique de certaines maladies. Voilà, ça c'était donc le rêve. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'illusion. C'est quoi une illusion?
Une illusion, c'est une perception erronée d'une sensation réelle. C'est-à-dire, il y a quelque chose devant, vous regardez, vous voyez autre chose. On va dire, mais vous vous faites des illusions, c'est pas ça. Donc, perception erronée d'une sensation pourtant réelle devant vous. Nous avons aussi la mythomanie ou les mensonges pathologiques. Eh bien, on imagine des choses et on les raconte, on s'approprie, on se met à la première personne et on dit qu'on a fait des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne fait pas normalement. Eh bien là, c'est la mythomanie ou les mensonges pathologiques. Faites attention, hein, le mythomane, il est sincère, hein, il ment sans arrêt, mais il est sincère. Mentir sincèrement, ça devient maladif. Hein. Il y a des gens qui mentent, qui savent qu'ils mentent. Vous avez des gens qui mentent, mais qui ne savent pas qu'ils mentent. Ils sont sincères dans leurs mensonges. Là, c'est pathologique, il faut aller consulter à ce moment-là. Souvent, la mythomanie est associée à la débilité mentale. C'est une espèce d'amplification, de vantardise. Et on s'octroie des palmes là où on ne les mérite pas. C'est la tendance à faire des récits imaginaires. Les délires d'interprétation systématique ou délires de persécution. Vous interprétez tout. Vous avez salué quelqu'un, il n'a pas entendu, et vous, oh, comme il ne m'a pas répondu, c'est qu'il me prend pour un vaurien, moi je ne compte pas à ses yeux, et vous êtes parti. Mais si tout le temps vous faites ça, ben alors là, mon ami, il faut consulter, on appelle ça délire d'interprétation systématique. C'est quelqu'un qui donne des faits réels, une explication à la fois absurde et cohérente. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'imagination chez l'enfant? L'imagination chez l'enfant est souvent incohérente et absurde. C'est normal, il n'a pas encore de sens critique. L'imagination chez l'enfant est primessautière. Primessautière, ça veut dire elle pousse à l'action. C'est-à-dire, faute d'expérience, elle pousse à l'action immédiate. L'imagination chez l'enfant est génératrice des émotions et des illusions. L'imagination chez l'enfant est fermée. C'est-à-dire, il est dedans. L'autre est exclu. À ce moment-là, il n'admet pas l'intrusion de l'adulte dans ses jeux. L'imagination chez l'enfant est inférieure à celle de l'adulte en ampleur et en cohérence. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion sur le chapitre de l'imagination? Eh bien, la littérature, l'art, la science, la vie intellectuelle, la vie sociale ont besoin d'imagination. L'éducation de l'imagination de l'enfant doit envisager les deux aspects suivants. Un aspect négatif, c'est-à-dire on écarte les dangers qu'offre une imagination mal réglée. Un aspect positif, où on essaie de guider, de diriger vers les effets positifs. Et il faut discipliner l'enfant, lui donner des exemples. À ce moment-là, il va nous suivre. Un mot sur l'association des idées. Vous donnez une feuille à vos élèves et un crayon. Vous leur dites, nous allons faire un jeu. Je vais dire un mot et vous allez dire un autre mot. D'accord, d'accord. Et vous commencez. Garage, il y a beaucoup de chances que l'élève dise voiture. Blanc, l'enfant peut écrire noir. Grand, il peut écrire petit. Donc, voilà un mot qui appelle un autre. Un souvenir peut appeler un autre souvenir. Un événement qui vous vient dans la tête peut vous rappeler tel autre événement aussi. Une idée peut appeler une autre idée. C'est ça qu'on appelle l'association des idées. L'association des idées, c'est le phénomène par lequel nos états de conscience ont une tendance à s'appeler, à se succéder mécaniquement, à s'enchaîner, à s'appeler les uns les autres.
Alors, quand on dit association des idées, c'est un terme mal choisi. Parce qu'il n'y a pas que les idées qui se suivent, qui s'enchaînent, qui s'appellent. Les états de conscience, même de natures différentes, peuvent s'appeler aussi. L'association des idées s'exerce même entre phénomènes de natures différentes. Une image, par exemple, peut éveiller un désir. Vous voyez, image visuelle, et ça éveille un désir. L'association est un mécanisme inconscient qui échappe à notre volonté. Ceux d'entre vous qui sont des chauffeurs, vous avez votre voiture, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez. Et à un moment, vous avez une envie pressante, vous voulez faire pipi. Mais vous vous dites, bah, j'ai encore le temps de m'arrêter. Mais en même temps, vous regardez votre tableau de bord qui vous indique que vous n'avez pas suffisamment de carburant. Et il y a une pompe à essence. Vous vous arrêtez. Et quand vous arrivez à la pompe à essence, vous payez, vous commencez à mettre les carburants. Rien que le mouvement des carburants là, qui entre dans la voiture, eh bien, ce mouvement-là peut influer sur l'envie que vous aviez, qui était pressant. Là, vous avez envie que tout de suite, il faut que vous alliez vous soulager. Alors que si vous ne vous étiez pas arrêté, vous auriez encore continué. Donc voilà, la vision du carburant qui fait pression, qui passe, eh bien, ça influe sur ce que vous ressentez. Nous avons deux formes d'association des idées. Il y a ce qu'on appelle les associations simultanées et ce qu'on appelle les associations successives. Simultanées, on cite un état de conscience, les autres affluent. Successives, on cite un état de conscience ou une idée, l'idée appelle une autre, celle-là appelle une autre, celle-là, il y a une succession. Mais ces idées qui viennent, ils ne viennent pas comme ça au hasard. Ils se suivent en respectant un certain nombre de lois. La première loi, c'est ce qu'on appelle la loi de contiguïté. Contiguïté soit spatiale, soit dans le temps. Contiguïté, ça veut dire rapprochement. Rapprochement spatial ou temporel. Je donne un exemple. Vous avez étudié la musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors j'arrive dans la classe, je vous dis do et vous dites ré. Ou je dis ré, vous dites mi. C'est parce que ça se suit comme ça. Donc, rapprochement spatial. Ou alors je dis garage, vous dites voiture. Mais justement, la voiture, elle est dans le garage. Il y a un rapprochement. Donc, 2 ou 3 états de conscience simultanés ou immédiatement successifs. Si l'un de ces états réapparaît, il tend à reproduire les autres. Donc, vous avez un état de conscience qui sont rapprochés, soit dans le temps, soit dans l'espace. Et bien, dès qu'on appelle l'un, l'autre a envie de venir. C'est ça donc la loi de contiguïté spatiale ou temporelle. Nous avons aussi la loi de ressemblance ou de similitude. On dit palmier et vous voyez cocotier. Ben, ils se ressemblent. Tiens. Alors, dès qu'on appelle l'un, vous voyez l'autre. Quand on dit orange, vous voyez citron. Donc, 2 états de conscience qui se ressemblent tendent à s'associer et se rappeler l'un à l'autre, même s'ils n'ont jamais coexisté dans la conscience. La 3e loi, c'est la loi des contrastes. On dit grand, petit, voilà. 2 états de conscience opposés ont tendance à s'appeler. Froid, chaud, grand, petit. Les choses ou les états de conscience contraires tendent à s'évoquer mutuellement. Ça, c'est l'association des idées. Faisons un peu le lien entre l'association, la mémoire et l'imagination. La mémoire, nous avons dit qu'elle fixe, elle conserve, elle reproduit, elle reconnaît et localise les faits antérieurs ou les faits mentaux anciens. Ça, c'est la mémoire. L'association, elle va grouper et relier entre elles les données de la mémoire pour les ressusciter. Donc, vous voyez, l'association peut faciliter la mémoire. Vous cherchez quelque chose, oui, je me rappelle, c'était lié à... Eh bien, vous vous rappelez. L'association est la base de la mémoire. Pourquoi? Parce que tout souvenir représente l'actualisation d'un lien associatif. Si vous supprimez le processus associatif, l'évocation des souvenirs serait impossible. L'association et la mémoire servent ensemble de base au courant de la pensée, le jugement, le raisonnement. Parce que le courant de la pensée, c'est une activité volontaire, dirigée dans un sens déterminé, tandis que l'association est libre et involontaire. L'association des idées intervient dans l'ordre d'apparition des images, tandis que l'imagination créatrice est une reproduction mentale des souvenirs. Application pédagogique. Dans l'enseignement, il faut faire usage des centres d'intérêt et répétitions fréquentes pour créer de nombreux et solides liens associatifs.
Application pédagogique, quand vous donnez cours, utilisez les centres d'intérêt. Quand vous avez un centre d'intérêt, ça va créer des liens associatifs entre ce que vous allez dire. Et le fait de rappeler l'un va rappeler les autres.